Bonjour Sylvain, Bonjour Déborah. je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode ensemble. On va parler d'alcool, de modération, de consommation, de ton travail au sein de ton équipe aussi. Plein de questions qu'on nous a posées. Tout d'abord, j'aimerais bien qu'on revienne sur des sujets, notamment sur la modération, parce que plein de personnes se disent « Ok, j'arrête ou j'arrête pas. Est-ce que finalement de réduire ma consommation d'alcool, c'est important ou pas ?» Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Oui, la modération, c'est un grand sujet. En effet, réduire sa consommation, c'est une très bonne idée. Je pense que toutes les personnes qui ont voulu arrêter de boire ont réduit leur consommation. Je l'ai fait moi-même. C'est l'idée en fait naturelle qui nous vient à l'esprit en se disant on va réduire pour petit à petit arrêter. Et c'est pas plus mal parce que si on a une consommation importante, c'est toujours mieux d'arrêter quand on a réduit sa consommation. Mais au final, est-ce que ça nous aide à arrêter? Ça, c'est la bonne question. Alors, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui peuvent arrêter en effet d'un seul coup et d'autres qui ont besoin de réduire petit à petit. Ouais. Donc c'est vraiment en fonction de chaque profil. C'est ça. Il faut que ça se fasse naturellement et sans pression parce que si on ajoute de la pression, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour arrêter sur le long terme. Est-ce qu'il y a des personnes qui restent constamment à vie dans la modération d'alcool et qui ne passent jamais la barre de j'arrête complètement l'alcool? Ah oui, heureusement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas arrivées à un certain stade qui fait qu'elles ont cette addiction. Donc tant qu'elles n'ont pas d'addiction, c'est-à-dire tant elles ne se sentent pas obligées de boire, même si elles savent que ça leur fait du mal, à ce moment-là, moi je connais plein de personnes qui vont boire un verre tous les 15 jours ou à certains événements familiaux ou des mariages ou des choses comme ça. Donc ça va très bien. Mais après, il y a d'autres personnes qui vont modérer. Donc là où ça va être une modération, une sobriété malheureuse, on va dire. C'est-à-dire qu'ils vont être frustrés, ils vont faire attention tout le temps, ils vont tout le temps se restreindre. Ça va être un peu une punition pour eux de se modérer. C'est-à-dire, ils vont regarder les autres boire, ils vont se dire ah, bah, j'aimerais bien boire un peu plus, mais j'ai décidé aujourd'hui que je boirai qu'un seul verre ou qu'une seule bière, par exemple. Donc du coup, c'est mieux selon toi, d'arrêter totalement plutôt que modérer. Voilà, dès qu'on a, entre guillemets, des problèmes d'alcool, dès qu'on sent que ça prend trop de place dans nos vies, à ce moment-là, il faut mieux arrêter d'un seul coup, ou alors en réduisant et en arrêtant, mais au final, de toute façon, il faut mieux arrêter. Oui, et tu fais bien de préciser quand on est dans le cas d'une consommation, d'une addiction, j'ai envie de dire, à l'alcool. Parce qu'en fait, si on est de temps en temps à consommer, comme je te racontais dans mon parcours, bah, finalement, ça, c'est pas grave, tu vois. Voilà. En fait, chacun le vit comme il l'entend. Si c'est pas un problème pour toi, il n'y a aucune raison que tu t'arrêtes. Si c'est un problème, à ce moment-là, si tu en as envie, tu t'arrêtes. Ouais. Mais pour les personnes qui, comme moi ou comme tous les gens que j'accompagne, ont passé un certain cap, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut plus modérer sans souffrir. Toi, dans ton parcours, comment ça s'est passé? Tu essayais au départ de modérer et finalement tu étais frustré. Et comment s'est passé ce passage à j'arrête totalement? Oui, donc j'ai essayé de modérer, mais plein de fois. C'est-à-dire, on se donne beaucoup de règles. C'est-à-dire, on va se dire, bah, ce soir, je ne vais pas boire, ou ce soir, je vais boire un verre, ou je m'arrête à 2 verres. Donc, on se donne aussi plein de trucs. C'est-à-dire, on va prendre la voiture pour pas boire, justement, parce qu'on sait qu'on conduit, par exemple. Donc, on essaye de plein de choses. Mais au final, en tout cas, pour les personnes comme moi, comme je disais, bah, en fait, c'est très dur. C'est très dur. Et donc, soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Mais quand on y arrive, ben, on est très frustré. Et en discutant avec pas mal de personnes que j'ai accompagnées, en fait, des fois, on ne pense qu'à ça. C'est-à-dire, on va être avec des amis à une soirée, et des amis qui boivent modérément. Et en fait, nous, notre verre est vide, et on attend impatiemment que le leur soit vide aussi, pour pouvoir le remplir et pour pas passer pour un alcoolique. Mais au final, on n'écoute plus les conversations. C'est-à-dire que notre esprit est centré sur cette problématique. Et en fait, ça nous contrôle complètement. Et donc, on le vit mal. Alors que si la personne avait décidé d'arrêter, Et ben, elle n'est pas à attendre. Finalement, elle est frustrée peut-être au départ parce qu'elle veut boire et elle n'a pas le droit, entre guillemets. oui. On n'a plus le droit. Alors qu'effectivement, un verre... c'est marrant parce qu'on pourrait croire que la modération est quand même plus facile et plus spontanée et donc plus sain. Et j'ai l'impression que c'est l'inverse. Oui, en effet, c'est ce qu'on croit naturellement. C'est complètement contre-intuitif, hein. Ouais. Et moi, le premier, hein, je pensais que ça allait être plus facile de modérer que d'arrêter. Et en fait, c'est l'inverse. La modération vraiment entretient l'addiction. C'est-à-dire que quand on arrête, ben on ne se pose plus la question est-ce qu'on va boire, est-ce qu'on va pas boire, est-ce qu'on va boire qu'un verre, 2 verres, à quel moment on va le boire, est-ce que c'est plus tard dans la soirée, est-ce que c'est tout de suite. On ne se pose pas toutes ces questions. En fait, il n'y a plus de questions. Donc, on est libre parce qu'il n'y a pas de contrainte. On sait que de toute façon, on ne boit pas.
Donc à partir de là, il n'y a pas de question à se poser. Et donc notre cerveau est complètement libéré de ce poids. La modération d'alcool nourrit l'addiction. C'est assez fort ce que tu dis quand même, hein. Ben, c'est la réalité, en Ouais. fait. On s'aperçoit que c'est exactement ça. Qu'est-ce qui rend la modération d'alcool plus difficile que l'arrêt complet? Est-ce que tu peux nous expliquer? Il y a quelque chose de chimique, de psychologique. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, quand on modère l'alcool, ça veut dire qu'on a toujours cette notion de récompense. C'est-à-dire qu'on va boire quand on l'a bien mérité, ou alors parce qu'on a fait un effort, ou parce qu'on a une mauvaise journée. Donc on va repousser, on va modérer, on va repousser ce moment, et il va devenir beaucoup plus sacralisé, puisque ça va être un moment très particulier, qu'on a peu de fois, puisqu'on modère, et qu'on a en petite quantité aussi. Donc on va y penser beaucoup plus fortement, ça va être un but. Alors que quand on ne modère pas, c'est-à-dire que ça ne rentre plus en ligne de compte, bah, ça devient quelque chose qui n'existe pas, en fait, qui n'a pas d'existence propre et où il n'y a pas de motivation pour l'avoir, quoi. Quand on est dans la modération, on est presque dans une négociation interne constante. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu le disais, on a un repas, on se dit: «Ah, la personne a pris un verre, j'attends que le deuxième verre arrive». Finalement, cette presque toxicité de l'attente de consommation, elle est dans une négociation interne. Oui, c'est vrai, quand on veut modérer l'alcool, on est en Ouais. négociation tout le temps. C'est-à-dire, c'est du permanent. Et on y pense avant, on y pense pendant. Oui, c'est un peu l'histoire de l'ange d'un côté sur l'épaule et puis Ouais. du démon. C'est-à-dire, il y en a un qui va dire vas-y, bois un coup, et l'autre va dire bah non, peut-être pas, on va attendre, ou pas ce soir. Ouais. Donc c'est une négociation permanente qui est en fait épuisante. Ouais, donc il y a plus d'effets toxiques finalement, même mental, Oui. ça met une charge en plus que, d'arrêter complètement. Ah oui, complètement. Surtout que pour beaucoup de personnes, en tout cas les personnes que j'accompagne, elles ont ce souci que quand elles commencent à boire un verre, bah après elles n'arrivent pas à s'arrêter. Et donc on replonge plus facilement Et donc, on dans replonge l'alcool. plus facilement. Ouais. Et donc, après, on s'en veut. Puisque après le premier verre, bah, on est complètement désinhibé. Et toutes les règles qu'on avait mis en place au départ, bah, on les oublie. Mmh. Puisqu'on pense plus aux conséquences. Et donc, on boit d'autres verres. Et le lendemain, bah, on s'en veut encore, quoi. Comment se passe, ce fameux passage entre je vais modérer, je vais essayer de modérer et j'arrête complètement? Toi, si on vient te voir, Mhm. comment ça se passe, concrètement? Alors, concrètement, ça se fait assez naturellement. C'est-à-dire que l'accompagnement que je fais avec mes clients se fait sans pression. Puisqu'on va parler plus de compréhension, de perception. On va pas parler de lutte ou de combat. Donc je leur dis pas, bah, qu'est-ce que tu as bu hier soir, c'est pas bien, il fallait pas boire. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, naturellement, ils vont comprendre, leur cerveau va comprendre ce qui se passe réellement, le piège dans lequel ils tombent, et donc ils vont plus en avoir envie. Alors Ouais. pour certains, ils en ont plus envie, ça se fait d'un seul coup, c'est-à-dire que d'un seul coup, ils réalisent qu'ils en ont plus envie, et pour d'autres, ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Mmh. L'important, c'est d'arriver à l'objectif, d'arriver à s'arrêter et à se libérer de l'alcool. Donc pour certains, ça va prendre 3 jours, pour d'autres, ça va prendre 2 mois, c'est pas grave. J'aimerais bien qu'on parle des profils types, dans le sens où, quand on veut arrêter ou modérer notre alcool, en tout cas qu'on a une consommation excessive par rapport à la norme, est-ce que finalement on a, confiance en soi, pas confiance en soi quand on veut arrêter, ou au contraire, on se dit: «Bah, moi avec l'alcool, j'ai encore plus confiance en moi»? Beaucoup de personnes, en effet, vont boire aussi pour avoir confiance en elles. C'est-à-dire, elles vont à un after work, elles vont à un événement où il y a des gens avec qui elles sont pas à l'aise, elles ont du mal à interagir, en tout cas pendant les premières minutes. Donc, pour avoir un peu de confiance en soi, c'est vrai que souvent on dit que c'est un lubrifiant social, l'alcool. Donc, elles vont boire un coup pour se sentir un peu désinhibées et pouvoir aborder les autres. Donc, elles imaginent en effet que ça leur donne confiance en elles. Donc ça, c'est une chose. Ou pour inviter quelqu'un à danser, ou Ouais, pour appeler quelqu'un pour un date. Voilà, ça donne ouais. confiance en soi. En tout Donc cas, ça désinhibe. c'est une Oui, réalité? c'est une réalité. Ouais, C'est-à-dire que d'accord. ça désinhibe. Ça donne pas réellement plus confiance en soi, mais Ouais. comme ça désinhibe, on pense pas aux conséquences. Et donc aux conséquences qui pourraient être négatives. Donc ça nous libère un petit peu. Ouais. Mais très vite, derrière, ça nous mine notre confiance en nous, puisque c'est le propre de l'alcool d'augmenter l'anxiété et de faire baisser la confiance en soi. Donc, dans les heures qui suivent et les jours qui suivent après la consommation, OK. de nouveau, on va être en dessous de notre niveau normal. Donc, D'accord, donc en fait, c'est une sorte de pic au départ voilà, c'est et ça. après ça redescend, Et ça redescend très voire fort, plus bas. beaucoup plus bas que la normale. Et donc, la fois d'après, pour de nouveau interagir avec quelqu'un, il va falloir obligatoirement qu'on boive.
Et donc, petit à petit, les automatismes se mettent en place. Et à chaque fois, à chaque fois qu'on a un événement ou quelque chose où on a besoin de confiance en nous, bah, on va avoir le réflexe, l'automatisme de boire un coup. Donc c'est presque, on pourrait dire, une illusion de croire que l'alcool va euh, nous rendre plus confiants. Ah oui, complètement. Ça ne rend pas plus courageux. Ça fait juste oublier les conséquences. Mm. C'est pour ça que pendant la Première Guerre mondiale, on donnait du rhum aux soldats pour justement, on pensait que ça leur donnait du courage, mais en fait non, juste ils oubliaient les conséquences Ouais, et puis ils y allaient, quoi. ouais. Quand on commence à modérer, voire arrêter l'alcool, qu'est-ce qu'on travaille en premier? C'est la confiance ou l'estime ou les deux en même temps? Alors, je dirais plutôt l'estime de soi, parce que déjà les deux sont dans les chaussettes, hein, sont au plus bas hein, quand on consomme généralement et quand on veut arrêter. On a plus d'estime de soi, c'est-à-dire qu'on se considère beaucoup moins bien que les autres. Donc notre regard intérieur est complètement faussé. On ne s'estime plus du tout. Voilà. Et puis en effet, on perd la confiance en nous parce qu'on n'est pas capable de contrôler cette addiction, alors que généralement, on arrive à tout faire dans la vie. On a des enfants, on a un travail, on a une entreprise, et on a des projets, on manage des personnes, et on est à fond. Et ça, on n'arrive pas à le gérer. Donc c'est super frustrant, et donc on perd confiance en nous aussi à ce niveau-là. Pourquoi ces personnes perdent confiance en elles? C'est le fait qu'elles aient essayé trop de fois? Oui, qu'elles aient essayé des centaines de fois ou des dizaines de fois et qu'elles n'y arrivent pas. Donc elles se disent qu'elles sont nulles, qu'elles sont faibles, qu'elles n'ont pas de force, pas de volonté surtout. Parce que le message qu'on entend partout, c'est que si tu veux arrêter de boire, il faut avoir de la volonté. Donc si tu n'y arrives pas, tu n'as pas de volonté, tu es quelqu'un de faible. Ouais. Et même si dans leur vie quotidienne, c'est des gens très forts et qui ont beaucoup de succès et qui sont très talentueux, quand ils sont tout seuls chez eux avec leur bière ou leur verre de vin, ben, ils se considèrent comme vraiment nuls, quoi. Une question qui me vient, est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent dès la première fois à arrêter l'alcool? Il doit y en avoir beaucoup, heureusement, Ouais. mais comme ça ne devient pas un problème, on n'en entend pas parler, parce qu'en Ouais, fait, c'est des gens ok. qui ont bu un petit peu, qui sont aperçus que ça leur convenait pas, Ouais. qui n'avaient pas atteint ce stade de l'addiction, où là, le circuit de la récompense est complètement faussé dans notre cerveau. Et donc, ils ont arrêté, et puis ça s'est arrêté là. Heureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, tout à fait. Pour une personne qui veut comprendre comment ça se passe, c'est quoi? C'est un jour on fait un effort pour ci, on fait des exercices, on essaye de, je sais pas, de faire des mantras. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, c'est assez simple parce que plus on va s'apercevoir que l'alcool est un piège et comment ne pas tomber dedans, on va en effet réussir à faire des pauses, en tout cas à modérer un peu plus, donc à faire des progrès. Et à partir du moment où on fait des progrès, ben, on a une estime de soi qui va commencer à augmenter. Et dès qu'on arrive à faire des pauses de plusieurs jours, eh ben, notre estime de soi va aussi être multipliée. Et plus on avance, et plus elle grandit. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Et en plus, comme on arrive à comprendre ce qui se passe, bah, notre confiance en nous aussi augmente en même temps, puisqu'on arrive à faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir arriver à faire avant. Et quand on arrête de boire, c'est-à-dire quand on se libère de l'alcool, alors là, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est multiplié par 1000. Ouais, Et ça revient. et on a l'impression qu'on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en fait, on s'était mis des barrières tout le temps. Et en fait, là, on s'aperçoit qu'on est libre et qu'on est capable de tout faire. À nous de choisir ce qu'on a envie de faire. Ouais, et pourtant, on pourrait croire l'inverse. C'est de se dire que comme on arrête l'alcool, euh, ou on modère, peu importe, on va plus avoir confiance en nous parce qu'on n'a plus notre pansement à côté. Oui, on pourrait. Mm. Beaucoup de personnes ont cette peur, en fait. Ouais. Ils ont cette peur parce qu'ils se disent sans l'alcool, comment je vais faire? Puisque j'ai toujours fonctionné avec l'alcool pour interagir avec les autres personnes, en tout cas au début, dans certaines situations. Comment je vais faire? Quand les personnes veulent arrêter ou modérer leur consommation, est-ce que la confiance en soi, c'est la première peur qui vient chez toi? Oui, c'est la première peur, tu as raison. Ouais. Ok. Il y a deux peurs. La première peur, c'est est-ce que je vais y arriver? En fait, ils s'imaginent qu'ils n'ont pas la capacité d'y arriver parce que ils ont essayé souvent de nombreuses fois pendant plusieurs années et à chaque fois, ils y sont pas arrivés. Soit ils n'ont pas réussi à faire de pause, soit quand ils en ont fait, ils ont rechuté. Donc c'est vraiment cette confiance en soi, ils l'ont perdue complètement. Et en fait, à chaque fois qu'on a notre premier appel ensemble pour savoir si mon accompagnement peut leur convenir, c'est souvent leur première peur. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en suis capable surtout? Est-ce que j'en suis capable? Et la deuxième peur, ça, c'est quoi?
La deuxième peur, c'est le regard des autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que je vais réussir à interagir avec eux? Est-ce que je vais réussir à leur dire que je ne bois pas? Comment je vais le dire? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce qu'ils vont me trouver chiant? Est-ce qu'ils vont toujours m'inviter? Est-ce que je vais être aussi drôle? Ouais. Est-ce que je vais être intéressant? Je me rappelle quand on a fait l'épisode 1 et on mettra le lien en dessous pour le revoir, tu disais que ton cercle d'amis avait changé Oui, aussi. oui. Quand on arrête de boire, c'est pas vraiment le cercle d'amis qui change, c'est les connaissances en fait. Ouais. C'est-à-dire que les amis, tu les as toujours, parce que qui boivent ou qui boivent pas, peu importe, parce que toi, tu bois pas, ça t'intéresse pas, mais eux, si c'est tes amis, ben, ils vont accepter sans problème que tu boives pas. Après, souvent, on a des personnes, on s'en aperçoit que l'on ne voit que pour boire. On va boire un coup en terrasse, on va faire une fête, mais on les voit que pour boire. Et ces gens-là, même si on a passé des très bons moments avec eux et qu'on les apprécie, on s'aperçoit que quand on arrête de boire, ben, on n'a pas spécialement envie de les appeler, eux non plus. Donc, c'est des liens qui se distendent naturellement. Et c'est pas grave, puisque ça nous permet aussi d'être plus disponible pour d'autres rencontres et justement des gens qui nous ressemblent plus. Oui, quand tu arrêtes l'alcool, en fait, tu fais le tri dans tes relations. En fait, c'est pas toi qui le fais, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que les personnes qui te tirent vers le bas vont naturellement disparaître de ta vie. Et tu vas attirer aussi des personnes qui vont te tirer vers le haut. Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui est en face de toi aujourd'hui, qui te dit: «Moi, de toute façon, j'ai essayé de modérer, ça marche pas», ou au contraire, «J'ai modéré et ça va très bien dans ma vie comme ça»? Eh bien, écoute, si ça marche pas, il faut trouver une solution différente, tout simplement. Parce que si la modération marche pas, c'est qu'il y a une raison. Et comme je dis tout le temps, la modération, c'est un peu le terrain fertile pour l'addiction. C'est-à-dire que ça la nourrit, Ouais. tout simplement. Et c'est quoi le plus grand piège de la modération? C'est de sacraliser ce moment où tu vas boire, c'est-à-dire d'en faire un événement important, puisque tu l'as repoussé, puisqu'il est moins fréquent, en moins grande quantité, puisque tu modères. Et donc, c'est d'en faire quelque chose auquel tu vas penser, quelque chose que tu vas anticiper. Et donc, ça veut dire aussi que dans les moments où tu auras un coup de moins bien ou une très bonne nouvelle ou une très mauvaise nouvelle, malheureusement, ton cerveau aura tendance à se tourner vers l'alcool pour gérer ses émotions. Dans la précédente vidéo, on parlait de tes accompagnements. Alors, je pense qu'on va en parler un peu plus en détail puisqu'on a eu de nombreuses questions là-dessus. Et surtout, à partir de quel tarif, quel montant tu peux accompagner ou les personnes peuvent se faire accompagner. Il y en a qui pensent peut-être que c'est une séance comme un psy, que tu as payé 90 euros par exemple, et t'en fais 10 et donc ça va leur coûter 1000 euros. Pareil, on nous a posé des questions sur est-ce que c'est remboursé, pas remboursé. Je voudrais bien que tu parles justement de ces questions qui sont quand même importantes à aborder. Oui, c'est une très bonne question. En effet, l'accompagnement que je fais avec mes clients se passe sur plusieurs mois. Et c'est un accompagnement très étroit. Donc, on se voit en visio, on s'appelle. Mes clients ont mon WhatsApp. Hein, donc, c'est vraiment très, Ouais. très personnalisé et très privé. Donc, c'est adapté à la personne. Et c'est vrai que c'est au-dessus du budget dont tu parlais, parce qu'automatiquement, sur 3 mois, on va parler d'une vraie transformation. On ne va pas parler juste de quelques séances et de quelques échanges. Quand on a hâte de boire, il y a un avant et un après. C'est vraiment très différent. On va changer ses relations. On va avoir de l'énergie, de la motivation, un esprit clair. Donc souvent, on va faire beaucoup plus de choses. On va peut-être changer de job, on va peut-être déménager. On va peut-être, je ne sais pas, avoir des relations personnelles bien plus profondes avec ses proches. Donc ça va vraiment changer la vie. On n'est pas sur quelque chose qui est anodin. C'est pas juste un coaching confort, on va dire. Ouais. C'est vraiment un changement de vie. Oui, puis c'est 3 mois. Et c'est 3 mois. Oui, au minimum, c'est 3 mois, exactement. Donc ça veut dire qu'il y a un investissement qui doit être fait, et c'est volontaire aussi, parce que plus l'investissement est élevé, plus le cerveau va s'engager. Quand on fait un coaching ou quand on fait une formation qui est gratuite ou qui va coûter 20 euros, bah, automatiquement, on est engagé à la hauteur de l'investissement. Et le cerveau, il n'est pas bête. Hein. Si c'est pas cher ou si c'est gratuit, il va essayer, mais il ne va pas être engagé complètement. Alors que quand c'est un prix qui a une valeur importante, quand l'investissement est important, automatiquement, le cerveau, il veut un retour sur investissement. Mm. Et plus particulièrement les personnes que j'accompagne, qui sont souvent des cadres ou des professions libérales ou des chefs d'entreprise, leur cerveau est formaté comme ça. C'est-à-dire que tout euro investi doit avoir un retour sur investissement. Donc automatiquement, dès qu'on travaille ensemble, le cerveau, il s'engage à fond, il baisse la garde, donc il enlève ses barrières, il est prêt à assimiler tout ce qu'on lui apporte. Donc il est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus enclin
être à l'écoute et aller dans le sens où on veut le faire aller. Ouais. Et puis cet investissement est aussi un investissement, un engagement pour la personne, pour sa qualité de vie de manière globale. C'est ça. Donc il n'y a pas que l'aspect je vais faire des économies d'alcool. Ça, c'est en effet oui c'est le cas, mais peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet c'est en effet j'investis en moi déjà pour ma santé, mais surtout pour mon énergie, ma clarté d'esprit, les relations avec mes proches. C'est très important. La plupart des clients qui viennent me voir ont des problèmes relationnels avec leurs proches en raison de l'alcool. Sans compter en effet le manque de clarté qui les freine dans leur développement professionnel, pour avoir une promotion, pour monter un nouveau business, pour développer leur affaire. Le manque d'énergie, la procrastination, on l'a tous vécu. Hein. Plus on consomme d'alcool, plus on procrastine. C'est physiologique, c'est comme ça. Donc tout ça fait qu'il y a l'aspect pécunier, en effet, j'ai acheté une bouteille, ça me coûte tant, mais il y a surtout tout ce que j'ai raté, tout mon manque à gagner en termes de professionnel et puis en termes relationnels. Et ça n'a pas de prix. Les relations avec son conjoint, avec sa conjointe, ses enfants, ça n'a pas de prix. Est-ce que tu sais la moyenne d'économie par semaine ou par mois des personnes qui consomment? Alors pour mes clients, en moyenne, il y a tous les montants, mais en moyenne, on est autour de 300 euros. Par mois? Oui, par mois. Ouais. Pour certains, en plus, il faut rajouter les Uber, la nourriture qu'on achète en plus, qui n'est pas de la bonne nourriture. Quand on sort, si on est plus jeune, on va dans les boîtes de nuit, etc. Ou quand on va au resto, on prend des bouteilles, automatiquement, ça coûte cher. Les erreurs qu'on fait, les erreurs de jugement, c'est-à-dire qu'on prend des mauvaises décisions qui nous coûtent cher, les accidents de voiture, enfin les amendes, etc. Donc, quand je dis 300 euros, on est vraiment dans la fourchette basse, parce que ça peut être de tout. Moi, j'ai des clients qui vont acheter de l'alcool pas cher, et d'autres qui prennent de la qualité. Mais au final, pour moi, c'est pas tant l'économie, comme tu dis, l'alcool qu'on n'a pas acheté. C'est vraiment le manque à gagner en termes d'énergie, de clarté et de bonnes décisions. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à prendre des bonnes décisions quand on a bu ou les lendemains de fête. On n'arrive pas à avoir l'esprit clair. Donc, automatiquement, on va prendre des décisions qui sont pas réfléchies correctement. Et souvent, on regrette après. Quand on vient te voir, qu'on aille sur ton site ou qu'on t'écrive à travers tes vidéos, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qu'on découvre en appel ou pas du tout? Est-ce que c'est toi qui fais tous les coachings ou pas du tout? Explique-nous. Alors aujourd'hui, maintenant, j'ai tellement de demandes que j'ai une équipe avec moi. J'ai des personnes qui répondent au téléphone. Alors des fois, c'est moi. Alors, on ne répond pas au téléphone, je m'exprime mal. C'est-à-dire que les personnes qui veulent me contacter remplissent un petit formulaire avec quelques questions. Et c'est moi qui les appelle, ou c'est quelqu'un de mon équipe qui les appelle au moment qu'ils ont choisi, puisqu'ils choisissent dans notre agenda un créneau, une date et une heure, et on les appelle à ce moment-là. Donc ça peut être moi comme quelqu'un de mon équipe. C'est important de le préciser parce que les personnes qui viennent te voir, de par ton expérience et personnelle et professionnelle, ils veulent t'avoir toi. Ceux qui peut-être te disent « Ah bah tiens, je vous ai pas eu au téléphone, c'est pas rassurant », comment tu les rassures? Après, je peux les appeler, c'est pas un Ouais. problème. Ok. Moi, l'important, c'est qu'ils soient rassurés et surtout qu'ils se sentent capables de réussir. Et le fait de grandir, de développer et d'organiser, d'orchestrer toute une équipe, c'est quoi qui a changé? Qu'est-ce qui fait que maintenant, la qualité est toujours là pour rassurer les personnes, mais que tu es toujours là avec la même rigueur dans ton coaching en sobriété? Le fait d'avoir une équipe, ça me rend encore plus disponible pour mes clients, puisque j'ai plus de temps pour le coaching et toutes les tâches qui peuvent être déléguées, je les délègue. C'est-à-dire appeler les personnes qui ont pris rendez-vous de telle façon qu'on puisse voir avec eux si mon accompagnement peut leur convenir. Et s'il leur convient, à ce moment-là, c'est moi qui le fais. Tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est tournage de vidéos, post, etc., je le délègue aussi maintenant. Donc ça me laisse encore plus de temps. Finalement, j'ai 3 fois plus de temps que je n'en avais avant.